Le vampire, figure emblématique, légende universelle, mais surtout le miroir de nos peurs les plus secrètes et les plus viscérales. Aujourd'hui, je vais vous conter son histoire et vous présenter sa dernière adaptation au cinéma par le grand Eggers. Nosferatu 2024. Come to me. Come to me. Hear my call. Come to me. Avant d'être cette icône du cinéma ou de la littérature, le vampire était bien tout à fait autre chose que ce que l'on peut imaginer à l'évocation de son nom, Dracula, c'est-à-dire cet être chic, élégant, charmeur, aristocrate. Non, non, non. Les premières histoires de vampires, c'était du brut, c'était du crade, c'était vraiment sale, du cauchemar pur jus. En Europe de l'Est, on parlait des striges. Je vais le dire à la française, hein, ça évitera d'égratigner le polonais. Ou les vrikolakas, en grec. Des créatures qui revenaient d'entre les morts pour terroriser les vivants et se nourrir de leur chair et de leurs âmes. En Asie, c'était encore plus dingue, avec le penanggalan, en malais. Une tête volante avec ses entrailles attachées, virevoltant au gré du vent dans la nuit, pour capturer les âmes qui se seraient perdues. Bien souvent, ces mythes étaient là pour expliquer l'inexplicable. Des griffures sur un cercueil, des bruits étranges, des épidémies soudaines, ou des corps qui ne pourrissaient pas comme prévu. Il y a même une anecdote, ce sera vérifié, légende urbaine ou non, de corps masculins encore en érection alors qu'ils sont censés être décédés. Tout un tas de caractéristiques des cadavres et de l'après-mort vont forger le mythe du non-mort. Par exemple, vous avez les têtes bouffies, rouges, gorgées de sang, à moitié coagulées. Les lèvres gonflées. L'estomac semblable à quelqu'un de repu par son dernier repas nocturne. Alors, panique générale en ces temps que l'on dit obscurs. Ne trouvant pas d'explication rationnelle, le mythe du mort-vivant, du fantôme ou du vampire va pousser les gens à trouver des solutions tout à fait artisanales. Bloquer la tête du défunt pour éviter qu'il s'échappe de son tombeau. Enfourner une brique dans la mâchoire afin que le décédé ne puisse vous mordre le cou. On pouvait tout aussi bien décapiter le cadavre fraîchement enterré. Bref, on faisait tout ce qu'il fallait pour qu'il reste là où nous les avions placés. Et puis arrive le XVIIIe siècle. L'Europe des Lumières, les journaux, la fascination pour le bizarre, c'est là que le vampire commence à prendre forme dans l'imaginaire. L'histoire de Peter Blagojevic, ce paysan serbe accusé d'avoir causé une série de morts mystérieuses dans son village, est un très bon exemple. Très documenté et extrêmement relayé. Et voilà, le mythe s'envole. On commence à parler de vampires partout. Ils deviennent des monstres à part entière, des figures qui se distinguent de plus en plus du folklore originel. Mais c'est au XIXe siècle que tout bascule. Avec le romantisme, le vampire sort des fosses communes et monte en gamme. Il est séduisant, tragique, presque raffiné. Polidori ouvre le bal en 1819 avec The Vampire, où le monstre prend l'apparence d'un aristocrate manipulateur.
Et puis avant l'œuvre bien connue, vous avez Camilla. Une œuvre dont on ne parlera pas ici sur cette chaîne, qui amorçait une tendance féministo-lesbienne. Et puis bien sûr arrive enfin Dracula de Bram Stoker en 1897, qui va rassembler tout ce que l'on connaît de la créature des enfers pour forger l'âme définitive, la figure finale du vampire moderne. Une créature à la fois terrifiante et séduisante entre l'horreur brute et la romance gothique. Voilà comment on passe d'une tête volante avec des tripes à l'air à un conte ténébreux dans son château. Mais au fond, une seule constante. Le vampire est et restera toujours un reflet de nos peurs, de nos désirs et de nos contradictions. Bon, une fois que les vampires ont envahi la littérature et les cauchemars des uns et des autres, il fallait bien qu'ils s'attaquent au cinéma. Et là, soyons honnêtes, il a fait un véritable carnage. Le vampire au cinéma, c'est tout un voyage, de la créature grotesque et terrifiante à la figure tragique et séduisante. Les réalisateurs se sont amusés à réinventer cette légende sous toutes ses formes. Et ça a commencé par un coup de maître. Nosferatu de Murnau. Ce film sorti en 1922 est tout simplement une perle du cinéma d'horreur. Une perle du cinéma tout court. Je vous avoue que votre humble serviteur Villon est amoureux fou et passionné et extrêmement influencé par ce film, ainsi qu'un autre dont on parlera peut-être plus tard, qui est Faust. C'est un classique oui, mais un classique qui a failli disparaître à jamais. Pourquoi ? Tout simplement parce que les ayants droit de Bram Stoker, n'ont pas apprécié la combine. Pourtant, Murnau s'était protégé. On n'appelle pas le film Dracula, on appelle le film Nosferatu. On change tous les noms, on change plein de choses. On garde la trame narrative principale malgré tout, mais on donne un autre aspect à la créature des ténèbres. Malgré cela, recours en justice et décision a été prise de faire brûler toutes les copies du film de Murnau. Toutes ? Non. Sinon, je ne serais pas là pour vous en parler. Et nous n'aurions pas ce magnifique film Daggers. Quelques copies ont persisté, ont survécu aux flammes et nous sont arrivés. Film grandiose. Grandiose pour son adaptation, grandiose pour le jeu d'acteur, notamment de Max Schreck en Comte Orlok, magnifique, sublime. Ce serait même lui qui aurait eu cette idée pour le déguisement et pour l'apparence physique du Comte Orlok, semblable à un rongeur qui viendrait subrepticement dans votre chambre pour vous dévorer les entrailles. Le Comte Orlok, Nosferatu, dans ce film, c'est la mort incarnée. Il est livide, blême, les griffes longues, comme s'il n'avait jamais été réellement mort. Aucun glamour, pas d'élégance, juste un cauchemar ambulant. Orlok est grotesque, un rongeur géant, un porteur de peste. Rien à voir avec ces vampires scintillants ou ces séducteurs aristocrates à la Lugosi. Ici, on est dans l'horreur brute et viscérale. Bien sûr, toute raison gardée. Pour nous, aujourd'hui, il est plus affaire d'épouvante, malaisante, malsaine, que de véritable horreur. Mais mettez-vous à la place des spectateurs de l'époque pour qui, c'était le premier film d'horreur de l'histoire. Parlons d'ailleurs de l'ambiance du film. Les ombres mouvantes, le décor qui semble tout droit sorti d'un délire fiévreux. Tout dans Nosferatu respire la peur et le malaise. Murnau n'a pas juste adapté une histoire, il crée un univers où chaque image hurle sa terreur. Ça marque et ça reste gravé. Après Nosferatu,
au cinéma par Murnau, le vampire a pris de multiples formes. Universal a dégainé son Dracula en 1931 avec Bela Lugosi, qui ne fait que reprendre son rôle. Il avait déjà joué le comte au théâtre. Là, on passe à une autre dimension, pour le personnage en tout cas, avec un comte Dracula bien plus proche de l'œuvre originale. La prestation de Lugosi est extraordinaire, et la mise en scène tout autant. Vous verrez des images apparaître à côté de moi de cet être manipulateur. C'est un sacré contraste avec Orlok. Ce côté glamour, mystérieux, a marqué toute une époque. Dès lors, nous avons deux vampires bien distincts. Nous avons Orlok et Dracula. Orlok, le cadavre ambulant, et Dracula, l'aristocrate buveur de sang. Et tout le cinéma va être marqué par ces deux figures. Alors, je vous passe la liste des nombreux, très nombreux films sur Dracula. Et nous avons Nosferatu. Nosferatu qui n'a pas été énormément repris dans cette figure-là. On a bien un film, en 1979, de Werner Herzog, Nosferatu. Nosferatu joué par Kinski. Alors Herzog, on aime ou on n'aime pas. Kinski, on aime ou on n'aime pas. On ne peut que féliciter la prestation de Kinski, qui se sert de sa folie, consciemment ou inconsciemment, pour faire exploser au cinéma ses personnages. Mais, et là c'est très subjectif, pour moi ce film ne marche pas. Il ne marche pas puisque on n'est ni dans le vampire chic, ni dans le vampire terrifiant. Vraiment, la créature sortie des enfers, le mal absolu. Nous avons avec le Nosferatu joué par Kinski, un être pleutre. Ce n'est plus un rat, c'est un souriceau. Nous avons un personnage qui est dépressif. Il déprime pour son amour qu'il ne connaît pas et qu'il a perdu et qu'il ne connaît pas. Enfin, c'est un peu perturbant, cette dichotomie. Mais pour moi, ça ne marche pas. Et la mise en scène d'Herzog ne marche absolument pas non plus, à part 2-3 scènes, notamment la scène du baiser fatal, bien connue et très classique, et reprise par tous les grands films. À part cette scène, sinon le reste ne marche pas. Il y a une lumière blafarde, assez dégueulasse, hein, il faut le dire. Et une lumière très brute, et oui, beaucoup trop blanche, beaucoup trop proche. Pour moi, ça ne marche pas. Ça nous fait sortir de ce qui est le fondamental pour ces films-là, c'est-à-dire inclure le spectateur dans le réel du film. Et le Nosferatu d'Herzog ne fonctionne pas à ce niveau-là. Il s'agit plus d'un tableau, d'un assemblage de tableaux de branleurs intellectuels. C'est mon avis, bien sûr vous pouvez en avoir tout à fait un autre. Bien sûr dans ce film-là nous avons, je ne l'ai pas mentionné, mais Isabelle Adjani. Et Isabelle Adjani, ça marche. Isabelle Adjani, oui, aucun problème. Voilà, elle était sublime, sa jeunesse, 1979 je le rappelle. Bien sûr je n'ai pas parlé d'un autre grand film, puisque nous ne sommes plus dans la figure du comte Orlok, mais dans une adaptation de Dracula, qui est à mon humble avis, l'une des meilleures avec celle de Lugosi. C'est celle avec Christopher Lee chez Hammer Film. Bon, là, très clairement, c'est un chef-d'œuvre. Christopher Lee, personne ne lui arrive à la cheville. Il a une prestance à l'écran exceptionnelle. Et malgré cela, on retrouve quand même certaines caractéristiques que l'on avait dans le Nosferatu de Murnau. Je ne vais pas m'étaler sur ce film, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais il est à voir, Et vous avez aussi, toujours dans cette figure de Dracula, le Dracula de Coppola. C'est intéressant parce que nous avons un Gary Oldman qui joue donc Dracula, vieux et limite,
On pourrait presque, bon ça c'est les effets make-up de l'époque qui font cela, mais on pourrait presque croire à un cadavre sorti de l'eau. Vous voyez, avec toutes les rides là sur son visage. Donc extrêmement intéressant, extrêmement léché au niveau de la mise en scène, au niveau des décors, au niveau des costumes. Ça marche parfaitement bien à ce niveau-là. Mais le jeu d'acteur de Keanu Reeves est absolument affreux. C'est gnangnan, c'est extrêmement niais. Oui, on essaye de lui redonner une origin story, donc Vlad Tepes. Mais à part cela, il n'y a pas grand-chose de neuf. Je soulignerai quand même les deux plus gros points positifs de ce film-là, que sont Winona Ryder. Moi, j'ai envie de dire Winona Ryder, quoi. Plus elle vieillit, plus elle devient intéressante d'ailleurs. Et les 3 femelles vampires. Voilà, c'est la chose la plus intéressante. Vous avez aussi la scène où Dracula descend l'enceinte du château tel Spider-Man. Donc c'est intéressant, on revient au livre originel où nous avons cette scène. Donc en termes de fiabilité, en termes de fidélité, au livre de Bram Stoker, bravo. En termes de cinéma, c'est chouette, mais encore une fois, nous sommes dans ce vampire gnangnan, aristocrate, mon amour perdu, éternel, etc., etc. Bref, personnellement, j'en peux plus de ça. Et donc, à part ces films-là, eh bien, nous n'avons pas grand-chose à se mettre sous la dent, si j'ose dire. En effet, le vampire au cinéma est une formule usée jusqu'à la moelle, mais pas génial en termes de qualité. Et donc arrive, en 2024, Nosferatu d'Eggers. Annoncé d'abord en 2015, c'est un long projet. Eggers, quand on écoute ses interviews, l'explique très bien. Pour Eggers, Nosferatu de Murnau est une œuvre qui l'a profondément marqué. Il aurait vu ce film vers l'âge de 9-10 ans. Forcément, à 9-10 ans, ça marque. Je l'ai vu adolescent, ça m'avait bien marqué. Alors j'imagine à 9-10 ans. Et c'est un rêve qu'il a, depuis lors, de pouvoir réaliser son propre Nosferatu. Mais il ne s'en sentait pas légitime pour le faire. Alors déjà, bravo. Moi j'apprécie ça, ces gens qui se disent « je ne peux pas faire comme mon maître ». Donc il faut que j'acquière plus d'expérience. Peut-être un petit biais perfectionniste aussi, que je peux comprendre. Bref, il annonce en 2015 ce projet, finalement ça ne peut pas se faire pour tout un tas de raisons, et il va enchaîner sur The Lighthouse, magnifique, sublime, je pense l'un des meilleurs films en noir et blanc, avec cette thématique-là de l'horreur et de l'épouvante de ces dernières années. Très clairement, The Lighthouse, c'est un chef-d'œuvre. Je préfère d'ailleurs The Lighthouse à The Witch. Et The Northman. The Northman, je ne peux pas vous en parler puisque je ne l'ai pas vu. Le délire viking, c'est pas ma tasse de thé. Je loupe sûrement quelque chose d'assez beau et d'assez grand. Mais non, le délire viking, tout de suite, ça me hérisse le poil. Mais ouais, finalement, il arrive à concrétiser ce projet, donc Nosferatu, et il se fera. Avant de traiter le film, et pour pouvoir mieux le comprendre, nous allons revenir un tout petit peu sur le vampire. Le vampire, je le disais en introduction, est le miroir de nos peurs les plus secrètes et les plus viscérales. La peur de la mort, la peur des épidémies. En tout cas, ça c'est le folklore. C'est l'origine story du vampire. Puis, au fur et à mesure de la littérature,
et notamment avec le Camellia ou avec le Dracula, nous avons des thématiques plus modernes qui vont rentrer et qui vont façonner le vampire. Le vampire va incarner nos peurs, certes, mais aussi les tabous de la société dans lequel s'inscrit l'œuvre. La sexualité, le rapport à autrui, la xénophobie, et notamment, et ça sera repris dans celui d'Eggers, la place de la femme dans la société dans laquelle elle vit. Le vampire est aussi le symbole de la dualité humaine. C'est la lutte entre notre humanité, notre âme, et notre bestialité, notre volonté, notre incarnation chtonienne. Et c'est important à comprendre parce que ça fait partie de ces mythes fondateurs de toute l'humanité. Pour cela, je vous invite notamment à lire Nietzsche sur l'art, qui est très intéressant, l'apollonien et le chtonien. Et je vous invite surtout à revisiter avec cette explication, cette analyse, les mythes anciens, notamment les mythes grecs, etc. Il y a toujours eu ce rapport à la mort, ce rapport à l'inconnu, et aussi cette liaison entre la mort et la sexualité. Je vous montre une de ces images emblématiques qui est la jeune fille et la mort, qui sera notamment repris maintes et maintes fois dans les films sur le vampire. Notamment avec la scène finale dans Nosferatu, où il s'agit à nouveau d'une réadaptation de la jeune fille et la mort. Je ne vais pas rentrer dans les détails de sa signification, mais on ne peut pas faire l'impasse de cette première analyse et de ces premiers symboles à garder en tête. De ce fait, le vampire est adaptable à toutes les époques, puisqu'il incarne toutes nos peurs les plus anciennes, les plus originelles, mais aussi les tabous d'une société dans laquelle nous vivons actuellement. Et cela, on le voit avec donc, la deuxième œuvre à avoir, au XIXe siècle, marqué les esprits et marqué l'histoire du vampire, où nous avons donc un vampire femelle, plutôt, qui va cristalliser tous les problèmes qu'imagine l'auteur autour de la femme, autour de sa sexualité et autour de sa place dans une société puritaine. Et cela, on va le retrouver à nouveau chez Eggers. Bref, venons-en au cœur du sujet. Il s'agit donc du film d'Eggers, et voici la critique que vous attendiez tous. Mais c'était important pour moi de refaire cette historique, de replacer le vampire dans son histoire, dans son origine et dans son développement, et d'en arriver à sa figure, sa représentation au cinéma, pour que nous captions bien la grande différence qu'il y a entre le vampire aristocrate manipulateur et ses déviances plus tard, coucou Twilight, et le Nosferatu. Le Nosferatu qui est bien différent du Dracula. Alors, je vous préviens, ma critique va être quelque peu dithyrambique. Je vais faire, oui, une apologie de ce film d'Eggers qui m'a, je peux le dire, énormément marqué. Autant dans ses 99% de points positifs que dans ses 1% de points très négatifs. Et je pense que ça fait toute la qualité de ce film, qui est à la fois clivant dans le public, parmi les spectateurs qui ont été voir Nosferatu d'Eggers, où des gens ont absolument adoré et des gens ont détesté, mais aussi au spectateur lui-même. Le spectateur lui-même se clive dans son rapport au film. Et ça, je trouve ça très intéressant, et c'est généralement la marque d'un film qui va compter dans l'histoire du cinéma. Alors, je ne vais pas vous faire l'histoire du film. Vous devez avoir au moins vu un des films de vampires que je vous ai cités, donc le Nosferatu de Murnau, le Dracula avec Lugosi,
celui avec Christopher Lee, ou le Dracula de Coppola. Vous connaissez l'histoire, d'accord ? La trame narrative ne change pas. Vous avez Thomas Sutter qui va avoir une proposition de travail, il va la prendre parce qu'il a besoin d'argent pour mettre bien sa femme, son foyer, pour s'acheter une nouvelle maison plus grande, etc., etc. Bien, bref, pour se protéger. Et donc il va accepter ce travail-là, qui est de vendre, alors dans certaines formes c'est une maison, un manoir, peu importe, mais de vendre un bien immobilier à un comte de Transylvanie. Transylvanie, Roumanie, d'accord ? Pour resituer un peu les choses. Et donc il va accepter cet emploi, il va devoir partir 6 semaines. Il va devoir partir 6 semaines. Et dans la plupart des films, enfin dans tous les films, Hélène, elle n'est pas très d'accord. Hein. Ça l'angoisse, ça la stresse, elle a peur, et cette peur va prendre différentes formes. D'abord, c'est une peur pour son mari, parce qu'elle pressent qu'il va y avoir quelque chose. Et puis, pour Hélène de Eggers, ça va être quand même un tout petit peu différent, un tout petit peu plus complexe. Il y a une peur et un pressentiment, mais je n'ai pas ressenti une crainte pour son mari, Thomas Sutter, mais une crainte pour les événements qui pourraient arriver dans sa globalité. Et je pense que c'est important parce que ça va permettre de resituer Hélène dans l'histoire et dans son rapport à la société, et à quel point elle est un pivot majeur de l'histoire. Et donc Thomas Sutter va se rendre chez le comte Orlok. Ça va pas bien se passer. Ça va pas bien se passer. Le comte Orlok va tomber sur une photographie d'Hélène et il va vouloir la posséder. Et j'utilise ce terme, ce mot, avec une idée très claire de pourquoi je l'utilise. Ce n'est pas Dracula. Dracula veut retrouver son amour perdu. Je parle des films, attention, je ne parle pas du livre de Bram Stoker. Je parle des films. Il veut retrouver son amour perdu. Ou il veut connaître enfin l'amour, pour Herzog. Hein, le film un peu niais et branleur intellectuel. C'est différent, on retrouve, et à nouveau, je le redis, c'est un remake du Nosferatu de 1922, on retrouve cette symbolique à la fois de la mort, mais aussi, et surtout, du prédateur. Il le dit, Orlok. Je n'ai plus la citation exacte, hein. Ça fait maintenant quelques jours que je l'ai vu, mais il dit en somme, je ne suis qu'un appétit. Le comte Orlok est un appétit. Eggers renoue enfin avec le folklore originel du vampire. Le vampire n'a pas d'âme. Le vampire, c'est le mal incarné. Le vampire, c'est le rongeur, c'est le seigneur des rats. Il est là pour vous manger. Il est là pour manger votre corps et votre âme. Il n'est là que pour ça. Il est là pour assouvir sa soif. Le comte Orlok va voir l'image d'Hélène et va vouloir la posséder. Mais nous apprendrons au fur et à mesure de l'histoire qu'en fait, il y a une connexion avec Hélène. Ça, nous l'avions déjà entreaperçu dans les précédents films, bien entendu. Je vais rester centré sur celui d'Eggers. Il y a une connexion avec Hélène qui n'est pas récente, qui est assez ancienne. On peut estimer, je pense, que c'est vers la puberté, parce que tout est rapport à la sexualité dans ce film. C'est à la puberté qu'Hélène entre en connexion avec Orlok. Orlok répond à son appel. Le mal répond à son appel. Son appel, c'est quoi ? C'est
également un appétit. C'est une soif de sexualité, les hormones, tout ça, tout ça. Toi-même, tu sais derrière ton écran. Or, Hélène se trouve dans une société puritaine, et je précise bien, une société puritaine, et non pas traditionnelle. Nous avons affaire, au XIXe siècle, à une société puritaine, d'accord ? Puritaine envers les femmes, et puritaine envers les hommes. Les hommes aussi sont victimes de ce carcan qui est imposé aux gens. Carcan qui d'ailleurs sera parfaitement illustré par le corset de Lily Rose Depp, qui joue donc Hélène, qui est comme ça resserré petit à petit, de plus en plus fort, pour soi-disant faire circuler son sang. Bien sûr, il y a toute une symbolique derrière. Eggers est un artiste, et donc il y a toujours une symbolique derrière les objets, les images, les gestes, le positionnement des personnages à l'écran, etc. etc. Et donc le corset, c'est la symbolique de la société, la symbolique de ces hommes qui ne la comprennent pas et qui n'acceptent pas ce qu'elle peut dire, ce qu'elle peut exprimer sur ce qu'elle vit actuellement. Et en plus, a raison, elle prévient bien que non, ce n'est pas une énième crise d'hystérie ou de mélancolie. Le terme est très bien choisi, on parlait à l'époque de mélancolie, mais en fait, Hélène Hutter est en grave crise de dépression. C'est une personne dépressive, profondément dépressive. Et le seul être qui répond à son appel de détresse, une détresse sexuelle et une détresse psychologique, c'est le mal. Et ça, c'est très important à comprendre pour la suite, notamment pour les gens qui voudraient inclure un message ultra-féministe moderne d'aujourd'hui, pas du féminisme du 19e siècle, qui avait tout à fait sa place, au vu des circonstances dans lesquelles vivaient, le contexte dans lequel vivaient ces femmes. Mais c'est très important d'avoir ça en tête, que le conte Orlok, c'est l'image du mal, et l'acte final va le concrétiser. Bref, je passe sur la suite, vous verrez le film. Je vais rentrer dans les points positifs, directement, de ce film. Un gros point positif pour moi, c'est Nicholas Hoult, qui joue donc Thomas Hutter. Il a un jeu extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Il arrive à incarner la terreur, l'angoisse à merveille. Vraiment, je ne comprends pas ces gens qui pourtant sont soi-disant du domaine du cinéma et pourtant crachent à la gueule de ce film alors que vous avez le jeu de Nicholas Hoult. Impressionnant. Quand il est dans le château avec le comte Orlok, on peut se mettre à sa place. Et nous ne réagirions pas différemment. Incroyable. Une présence incroyable et surtout, encore une fois, ce jeu, cette incarnation de la terreur, cette incarnation aussi de la volonté, mais une volonté parce que j'ai pas le choix, où je meurs, putain, où je meurs, nom de Dieu. Incroyable. Incroyable. Et on ressent aussi cette envie de lutter face à l'emprise du mal quand il est avec Orlok. Il a envie de lutter contre cette emprise. Et justement, il est sous emprise. Et c'est parfaitement bien joué. Et bien sûr, la mise en scène y contribue. Alors, pour donner un exemple du jeu d'acteur de Nicolas Hoult, et surtout de la mise en scène et de la lumière, regardez cette séquence. Cette séquence est extraordinaire. Regardez bien les détails, regardez bien le détail de la lumière pour indiquer au spectateur que Thomas Hutter est un peu foutu. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est le focus sur Hélène, donc jouée par Lily Rose Depp. J'ai apprécié parce que, enfin, on lui redonne un peu la place, enfin c'est pas qu'un peu, c'est beaucoup, on lui redonne sa véritable place dans le récit. C'est elle qui est concernée, c'est elle qui à la fin, désolé pour le spoiler, mais depuis le temps vous le savez j'espère, c'est elle qui à la fin va se sacrifier.
Et donc, pour moi, en tant qu'amateur de bon storytelling, de bonnes trames narratives, de bon développement de personnages, eh bien, ça me semble crucial que on se concentre sur le personnage qui va commettre ce sacrifice final. C'était extrêmement important. Et Eggers l'a fait. Et il l'a fait avec brio. D'autant plus que le jeu de Lily Rose Depp est tout aussi incroyable. Vraiment, elle est incroyable. Alors j'ai vu comme ça des making-of où vous avez l'affiche là, qui montre cette scène, où elle est limite en lévitation comme ça, et elle se sert juste d'un espèce de petit promontoire et d'une technique de danse pour pouvoir donner l'impression qu'elle lévite. Et puis après, en post-traitement, on enlève le petit promontoire. Vraiment, Lily Rose Depp s'est donnée à 300% dans son rôle. Attention, elle est sublime dans son rôle, parce que Lily Rose Depp fait partie de mon plus gros point négatif. Également. Ce qui est assez étrange. Comme je vous l'ai dit, c'est clivant. Voilà, c'est partagé. C'est très très partagé, et notamment à cause de Lily Rose Depp. Mais en tout cas, dans son jeu d'acteur, elle est incroyable. Bien sûr, il y a William Dafoe qui joue le rôle de Van Franz. Van Franz qui est dans Dracula, Van Helsing. Ici, ce Van Helsing, je pense qu'il va en perturber plus d'un. Il va en perturber plus d'un parce que, et là on rejoint à nouveau un autre thème très 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 important dans les films du vampire, dans Nosferatu, dans Dracula, qui est le thème de la folie. Alors oui, on a déjà ce symbolisme, enfin cette incarnation de la folie au travers de Lily Rose Depp, mais nous avons une autre forme de folie, comme un espèce de couple, enfin pas de couple même, je dirais même plus une relation quasi paternelle entre Willem Dafoe et Lily Rose Depp, entre Van Franz et Helen Hutter. Ce Van Franz, donc ce Van Helsing, pour ceux qui ont vu principalement les films Dracula, ce Van Franz est dingue, il est fou, il est taré, mais vraiment taré. Alors bien sûr, il y a l'autre acteur qui joue Knock, qui oui, effectivement, lui, il est vraiment fou, mais parce qu'il est sous l'emprise d'Orlok, il a accepté d'être un adepte du mal. Pour Willem Dafoe, c'est pas la même chose. Willem Dafoe a perdu la tête à force d'être au contact de ces légendes, de ce folklore, de s'être enivré de ces histoires et d'avoir vécu, soit lui-même, soit au travers de témoins, d'avoir vécu ces histoires qui sont au final pas juste des contes, mais sa réalité. Et donc on passe avec Willem Dafoe qui est très paternel quand il va prendre soin d'Hélène, quand il va dire aux autres personnages de s'écarter parce qu'ils font n'importe quoi, à vouloir l'attacher au lit, à faire oui, tout et n'importe quoi, à la traiter comme si elle avait véritablement seulement des problèmes psychologiques et des hallucinations. Willem Dafoe est le seul à la prendre au sérieux. Et donc il va avoir cette image paternelle. Mais cette image paternelle va être brisée, va être totalement brisée. Il se sert de la science occulte pour annihiler le tombeau de Nosferatu, et il va mourir par ses propres flammes. Il va mourir des flammes même de sa folie. Le message est splendide. Tout dans ce film de Eggers est lié à l'hubris, est lié, voilà, à cette soif insatiable, intarissable, celle d'Orlok, celle d'Hélène, celle de Willem Dafoe, qui joue Van Franz, celle de Thomas Hutter, joué par Nicolas Hoult. Tous sont atteints d'hubris et tous en paient les conséquences, tous en paient le prix. Voilà le message de ce Nosferatu d'Eggers. Ce n'est pas juste la sexualité qui est totalement
sous emprise du méchant patriarcat. Ce n'est pas juste ça le message d'Eggers dans ce film. Le message d'Eggers dans ce film, c'est que oui, nous avons tous des désirs spirituels, des désirs d'aventure, des désirs sexuels, etc. Et il faut réussir à trouver cet équilibre entre civilisation, représentée par ces hommes, et ces femmes aussi, et la barbarie, qui est représentée par le comte Orlok. Autre point positif. Les autres points positifs, bien sûr, c'est la photographie qui est absolument sublime. Il y a des jeux de symétrie et de contraste incroyables. On reprend cette façon de filmer de l'expressionnisme allemand. Alors Eggers n'aime pas utiliser ce terme-là, je peux comprendre. Murnau lui-même n'aimait pas utiliser ce terme d'expressionnisme allemand, mais ils s'inscrivent dans un mouvement, consciemment ou inconsciemment, qui fait que nous pouvons les caractériser ainsi. Et donc nous avons comme ça des réminiscences de vieux films, bon, forcément le Nosferatu de Murnau, mais aussi Faust, vraiment c'est l'un de mes films préférés, ce Faust, et nous avons cette même sensation, ce même éclairage, notamment sur Orlok. À un moment donné, il est avec ses loups, donc on retrouve enfin les loups pour le conte. Nous avons Orlok qui est dans l'encadrement de la porte, qui vient de s'ouvrir, et il y a ce contre derrière lui qui vient l'éclairer. Incroyable. C'est comme ça qu'il va mettre en scène Orlok. D'ailleurs, sa mise en scène est spectaculaire. C'est pas une mise en scène de film moderne d'horreur où il faut absolument voir le monstre dans son entièreté. Non. Arrêtez avec ça, s'il vous plaît, arrêtez. Nosferatu, le comte Orlok, c'est une ombre. C'est une ombre, mais pas seulement une ombre. Et là, je reviens sur un autre point positif. Je reviendrai sur la photographie par la suite. C'est le sound design. Le sound design, un bijou. Pour le comte Orlok, c'est magnifique. Quand Thomas Sutter rend visite au comte Orlok, ils vont monter un petit escalier comme ça, en colimaçon. La caméra, comme ça, les suit tous les deux, et puis elle n'arrive pas à suivre le comte. Elle se concentre sur Thomas Sutter. Et quand il remonte un tout petit peu avec la caméra, le comte n'est déjà plus là. Le comte s'est téléporté dans la grande salle. Ok, ça c'est bien joué. Nous montrer son pouvoir sans nous le dire. Sublime. Et vous avez encore plus important, pour appuyer encore plus le fait qu'il y ait cette étrangeté chez ce comte, bien quand il va se déplacer et qu'il est dans le champ de vision de la caméra, on entend vraiment des bruits de pas lourds, comme s'il avait des bottes en métal. Et là, on sent, en plus avec la carrure de Bill, le sound design, le fait que quand le comte Orlok, joué, je ne l'ai pas dit, mais joué par Bill Skarsgård, qui a une carrure incroyable dans ce film, qui a vraiment une carrure incroyable. Et on peut dire que ça, parce qu'il est méconnaissable, avec ce gros manteau de fourrure qui donne encore plus de poids, de caractère, de largeur à sa carrure. Nous avons la carrure donc du comte Orlok et le poids de ses pas quand il est dans le champ de vision de la caméra. Et tout d'un coup, il n'est plus dans le champ de vision de la caméra et pas un bruit. Il s'est déplacé dans le plus grand des silences. Voilà, il n'y a pas besoin de plus pour caractériser un personnage. Il n'y a pas besoin de plus. Extraordinaire. J'étais dans le cinéma. Dès le premier moment, en fait, je l'ai capté. J'étais là, oh, non, il a fait ça. Ok, génial. Génial. Moi, c'est ça que je veux voir au cinéma. Je veux voir des idées de mise en scène. Je veux voir des idées de sound design. Je ne veux pas voir à nouveau de la branlette intellectuelle avec des dialogues sans fond. Il n'y a aucune idée chez Herzog.
Là, il y a de l'idée. La moindre des scènes est millimétrée, à savoir que ce film a été tourné avec cette volonté de vouloir réduire au maximum l'utilisation de la CGI. Bravo, bravo, c'est 60 décors réalistes, 60 décors de construits. Il expliquait qu'il n'avait plus le droit d'utiliser, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en gros c'est de la fausse neige, vous allumez le feu à un seau et puis vous le baladez comme ça et ça projette de la neige. Il voulait utiliser ça, mais maintenant c'est interdit. Ah, vous vous doutez bien, nous sommes dans une époque de pleutre. Donc maintenant c'est interdit, donc il a refusé d'utiliser la CGI pour faire la neige. Et donc ils ont utilisé une méthode connue qui est celle des flocons de pommes de terre. Tout bête. Ça fonctionne. Ça fonctionne, bordel. Bill Skarsgård a dû subir des heures et des heures de maquillage pour incarner le conte. Il y a, apparemment, il paraît, après c'est les dires du réalisateur, qu'il avait sur lui de véritables vers. Je ne sais pas si vous imaginez. Parce que oui, le comte Orlok, et c'est un autre point positif, le comte Orlok est un cadavre ambulant. Un cadavre ambulant avec une grosse moustache pour revenir à cette origin story qui est Vlad Tepes, une longue moustache, une frange, façon pays de l'Est. C'est un seigneur à qui on doit le respect, plus que le respect, à qui l'on doit obéissance. Et c'est pas juste une fantaisie de ma part, cette obéissance. Non, face à Thomas Sutter, le comte va lui dire, face à son refus de signer le papier qui est dans sa langue originelle, langue qui a été d'ailleurs, d'après le réalisateur encore une fois, recréée. Le comte Orlok parle à certains moments une langue qui est une langue originelle de celle des Roumains. Je n'en dirai pas plus parce que je ne m'y connais pas assez sur le sujet, je laisserai parler des linguistes ou des Roumains directement en commentaire pour expliciter ce que j'ai pu avancer ici. Et donc le comte Orlok va dire à Thomas, vous m'appellerez Monseigneur, comme il convient à un homme de mon rang, et vous ferez comme je vous l'ai ordonné. Et Thomas s'exécute. Il est sous l'emprise à la fois du mal, mais aussi sous l'emprise de ce seigneur de contrée barbare. Il n'est plus à la ville. Il n'est plus dans son petit monde de démocratie naissante. Il est dans le château d'un seigneur vampire. Et là, tout est posé. Donc je reviens sur la photographie. Nous avons également, puisque c'est un remake, et un remake à sa sauce, mais qui inclut aussi un hommage à celui de Murnau, au Nosferatu de Murnau, nous avons aussi un autre jeu de contraste, pas juste un contraste de lumière, mais cette fois-ci un contraste de température. Un contraste de, oui, plus de température pour Eggers, et c'est un contraste de ton, de teinte, directement pour Murnau, puisque c'était deux façons de filmer tout à fait différentes. Mais dans le remaster, puisqu'il a été remasterisé, le film de Murnau, aujourd'hui vous avez une version, la grand public, qui court, qui est une version remasterisée par la BNF, je ne sais plus si c'est par la BNF ou autre, bref. Vous chercherez l'information. Nous avons cette alternance pour les scènes de jour et les scènes éclairées avec bougies, lanternes ou autres. Nous avons une teinte jaune sépia. Et pour les scènes nocturnes, nous avons une teinte bleue, vraiment bleue. Ok ? Eh bien, dans le film d'Eggers, nous avons également ce contraste. Toutes les scènes historique, on va dire, qui se situe dans un cadre historique, sans apparition réellement de fantastique, l'image est plutôt neutre. Quand nous avons, très désaturé par contre, hein, c'est pas mal désaturé les couleurs, par contre, quand nous avons des scènes de nuit
avec en plus l'apparition d'Orlok, nous avons une lumière très froide, très bleutée. Quand il y a à nouveau scène de nuit avec des éclairages, bougies, etc., et qu'il y a de l'humain, nous avons un éclairage, une température de couleur beaucoup plus chaude. Voilà. Et ça, j'ai adoré. Peut-être que j'extrapole un peu trop, vu que j'ai vu Nosferatu de Murnau peut-être une vingtaine de fois, mais c'est la sensation que j'ai eue au cinéma en le regardant. J'étais là, ok. Il a compris son matériau d'origine. Et puis je reviendrai sur 2 scènes vraiment marquantes plus tard. Il s'agit d'un vrai remake, bien entendu. Donc nous avons, bien qu'il y ait, bien entendu, une divergence, parce que Eggers essaye de faire de ce film le sien, mais nous avons quand même le même découpage, on garde le même découpage, on garde à peu près le même rythme que le film de Murnau. Et ça, pour un fan de Murnau, c'est agréable. Nous avons des scènes iconiques, contrairement à ce que peuvent dire certains, nous avons des scènes iconiques dans ce film. Des scènes iconiques qui viennent du premier film de Murnau, mais aussi des scènes iconiques, nouvelles, originales. Et là, je vais vous en donner une. Nous aborderons plus tard une autre scène, mais il y a notamment une scène qui m'a vraiment marqué. Encore une fois, à cause de la lumière, je suis désolé, mais c'est la scène où Thomas est au carrefour, en plein milieu de la forêt, il neige, et il attend la diligence qui doit l'amener au château du comte Orlok. Cette scène est magnifique. Vous avez cette espèce d'enceinte, de muraille d'arbres gigantesques sur le bord de la route. Vous avez Thomas Sutter qui arrive face caméra, et la lumière de la lune plus la neige, les deux en même temps font un effet de projecteur, de spot sur lui. Incroyable. Incroyable. On a vraiment cette sensation qu'il a passé une barrière. Il n'est plus dans son monde, il est dans le monde d'Orlok. J'ai trouvé ça majestueux. Et après, la scène iconique qu'on a déjà vue dans chez Murnau, et dans les autres films, c'est la scène de la diligence qui longe comme ça la montagne pour arriver au château. Donc ça, c'est une scène iconique qui a été reprise, etc., etc. Voilà. Il y a des scènes iconiques. Il y a bien sûr la scène de fin. On pourra y revenir. Mais cette scène de fin avec Lily Rose Depp qui enlace dans la mort le comte Orlok nu contre son corps, magnifique, et beaucoup de symbolisme dans cette image, beaucoup de symbolisme, vraiment, et c'est un symbolisme qui se retrouve dès le départ. Donc si on a compris la narration par l'objet du début du film, on comprend aussi la fin. Alors, je reviens sur l'idée de la symbolique derrière la scène finale avec donc Hélène qui enlace le comte Orlok, qui enlace Nosferatu, qui est morte, Nosferatu est fini, et tout autour d'elle est étalé des lilas morts, fanés. Eh bien, cette symbolique des lilas se retrouve, cet objet, le lilas, se retrouve au tout début du film, quand vous avez Thomas Sutter qui lui offre ses fleurs, et que Hélène s'écrie tu les as tuées, tu as tué ces fleurs, etc. Et elle l'engueule. Et lui, il ne comprend pas pourquoi. Il ne comprend pas du tout pourquoi. Et moi, je vais vous l'expliquer. Eh bien, les lilas ont cette symbolique de l'innocence, de la jeunesse. Et c'est tout ce que représente Hélène au départ. Au départ, Hélène, c'est l'innocence, c'est la jeunesse. Et elle succombe à son désir, et elle succombe à Nosferatu, elle succombe au comte Orlok, et donc, ces lilas meurent. Et tout le long du film, en arrière-plan, vous avez ces fleurs qui fanent au fur et à mesure. Mais attention, il y a aussi une double symbolique avec les lilas. Les lilas, dans l'ère victorienne, ils vont petit à petit, grâce
ou à cause de certains poètes, ils vont prendre une autre connotation supplémentaire qui va être l'amour perdu. Le parfum des lilas rappelle un amour perdu, un deuil. Et donc on retrouve encore une fois cette double symbolique, cette dualité mort, amour, mort, sexualité. Donc bien sûr, après, avec la mise en scène, nous avons les transitions par le biais des ombres, les ombres soit d'Orlok, soit l'ombre de, les ombres de Lily Rosdeb, d'Hélène Hutter. Donc voilà, ça c'est très bien fait. Et nous avons aussi la manipulation des ombres, donc cette espèce de main comme ça qui longe le mur, etc., qui est directement une référence au film de Murnau et à l'utilisation à cette époque des jeux d'ombre et de lumière. En parlant de jeux d'ombre et de lumière, j'en arrive à une autre scène. C'est la scène que vous pouvez voir dans le trailer, où vous avez une main, l'ombre d'une main comme ça, qui s'étale sur la ville. Je vais l'expliciter un tout petit peu. En fait, il s'agit du comte Orlok qui est à la fenêtre de sa nouvelle maison, il me semble. Il me semble que c'est ça, hein, si je me rappelle bien. Il est à la fenêtre de sa maison et il tend justement la main comme pour vouloir attraper quelque chose. On devine très vite ce que c'est, hein, ce quelque chose, c'est Hélène. Tel un sorcier, parce que ça c'est l'une de ses origin story aussi, il pourrait s'agir d'un sorcier. Voilà, d'un mage, enfin c'est plus sorcier d'ailleurs, hein, un sorcier, et vu par la chrétienté, un sorcier forcément ayant fait le pacte, un pacte avec le diable. Et donc il tend sa main comme ça, tel un sorcier, et la caméra longe la main, suit le mouvement de la main, puis continue sa route, et suit non plus la main matérialisée dans notre monde, mais suit l'ombre de la main d'Orlok, donc en fait l'emprise d'Orlok sur la ville, qui s'étale petit à petit et qui arrive jusqu'à la chambre d'Hélène. Et bien ça, c'est une référence directe à ce film. Donc bravo, bravo, super belle référence, et c'est toute une symbolique. C'est toute une symbolique, comme dans ce film-là. Nous avons cette impression d'avoir un mage qui essaye comme ça de prendre en esclave ces femmes. Et donc il y a une relation qui s'opère entre ces deux films qui est assez excellente. Bien sûr, c'est pas un copier-coller directement, hein, Eggers apporte sa propre idée, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Et il y a aussi un rapprochement à faire avec un autre film dont je vous ai parlé, c'est celui-ci, Faust.
avec ce Méphisto qui est au-dessus de la ville et qui, alors certains, je vous vois venir, vont parler de paix, mais qui va, qui va lancer son brouillard pestilentiel sur la ville. Voilà. Moi, j'ai plus vu ça au départ, mais c'est vrai que cet autre film est tout aussi intéressant avec John Barrymore. Donc, je reviens à mes points positifs et je reviens un tout petit peu sur le Comte Orlok, donc joué par Bill Skarsgård, qui n'a absolument aucune humanité, il n'a aucune empathie. Encore une fois, il n'est qu'un appétit. C'est le mal absolu. C'est la bestialité, c'est la luxure, c'est la pestilence. Point barre. Ce n'est pas un émo-dépressif. Le Comte Orlok est un prédateur implacable. C'est le prédateur suprême. Et ce que j'ai vraiment adoré, c'est la mise en scène, bien entendu, du Comte Orlok, où on ne le voit quasiment pas. Il y a deux jumpscares où on le voit vraiment bien, mais qui durent très peu de temps. Mais sinon, il reste une ombre. Il reste cette menace gigantesque par sa forme, mais aussi par ses pouvoirs. Et ce que j'ai bien aimé, c'est il y a plein de passages comme ça où il a une espèce de râle, un râle canin. Magnifique. Voilà, ça rajoute encore à l'aspect effroyable, angoissant, malsain du Comte Orlok. Donc excellent. La créature est véritablement terrifiante. Ce n'est pas, encore une fois, le Nosferatu joué par Kinski. Ce n'est pas non plus ces espèces de tantes vampires, entretien pour un vampire, ou Twilight, ou même, je suis désolé, j'aime Gary Oldman, mais même Dracula de Coppola, quoi. Non, on n'est pas là-dedans. Là, on est dans, encore une fois, le prédateur. C'était pour mes points négatifs, mes points positifs, pardon. Extraordinaire en tout point, je le rappelle, le jeu d'acteur, la mise en scène, les références, des scènes incroyables, des scènes vraiment iconiques, le jeu de Bill Skarsgård, le jeu de Nicolas Hoult, punaise, le jeu de Nicolas Hoult, il m'a vraiment foutu les poils. C'est parce que c'est par son prisme, par ses yeux, que l'on ressent l'épouvante, pas par la vision de la créature. La créature, on la voit vite fait dans le coin. Mais c'est vraiment le regard et le jeu de Nicolas Hoult qui nous provoque cette horreur. C'est par empathie pour lui que nous avons peur. Donc nous avons cette espèce de duo qui se contraste mutuellement entre Hélène Hutter et Anna Harding. Anna, à un moment donné, va lui donner sa croix. Et c'est pile poil au moment, enfin c'est après, peu de temps après, elle va se faire dévorer par les rats. Lily, Rose Depp, donc Hélène, elle n'est pas protégée par la croix. Elle n'est pas protégée par la croix puisque c'est elle qui appelle le Comte Orlok. C'est elle qui appelle le mal. Elle a fait l'usage de son libre arbitre. Et elle décide de s'offrir au Comte Orlok, de se laisser séduire par la mort et par son appétit sexuel. Et c'est là où je veux en venir, c'est que avec ça, avec cet indice-là, et avec tout ce que j'ai pu vous raconter précédemment, ce film met en garde contre l'hubris. Il vous met en garde contre le fait de céder trop facilement et trop pleinement à ses désirs les plus secrets, les désirs les plus tabous aussi dans la société, pour faire société. Hélène en meurt. C'est fini. Hélène meurt. Donc ce film, ce n'est pas l'acceptation des désirs de tout le monde et en totalité, mais c'est un message contre cette hubris. Bien sûr, contre aussi l'hubris des hommes, qui veulent absolument avoir un contrôle total sur la femme-objet. Mais aussi, dire aussi, au travers d'Hélène,
à ces femmes que s'il y a des règles, si il y a des comportements, eh bien ce n'est pas pour rien, c'est pour ne pas mourir. En tout cas, c'est comme ça que moi je vois ce film, c'est comme ça que j'interprète ce message, et je peux vous donner d'autres indices. Vous avez Friedrich Harding, donc le mari de Hannah. Friedrich Harding qui prend sous son aile Thomas. Il lui a prêté de l'argent, il lui dit « Oh, tu me rembourseras plus tard, peu importe ». Donc Friedrich Harding, il est très gentil, il est très jovial, il est attentionné, c'est lui qui monte coucher les enfants, enfin c'est quelque chose de très moderne au final. Il monte coucher les enfants, etc. etc. Enfin, on le voit, il est très civilisé, très policé. Par contre, il n'y a rien qui dépasse. Rien ne dépasse, il ne faut pas choquer, il ne faut pas machin. Vous voyez, les personnages dans le Nosferatu des Girls sont tout en contraste et tout en contradiction. Voilà, il est bon, il est prêteur, etc. Enfin, c'est un personnage de très posé, de très serein. Jusqu'au bout d'un moment où il n'en peut plus d'Hélène. Il héberge Hélène chez lui et il n'en peut plus. Il n'en peut plus de ces crises d'hystérie, de ses hallucinations. Il n'en peut plus d'Hélène. Il ne la comprend pas. Friedrich, c'est le rationnel. Friedrich n'arrive pas à rationaliser le problème d'Hélène. Et donc, ne parvenant pas à rationaliser le problème, eh bien sa violence rejaillit. Et c'est là où il veut absolument l'attacher, la corseter, machin, etc. Enfin, vraiment, ça va de plus en plus crescendo. Thomas, quant à lui, c'est ce jeune marié. Il est inexpérimenté dans son rôle social et il a le cul entre deux chaises. Il est tiraillé entre son ambition pour son foyer, pour sa carrière, et son amour pour Hélène. Et le fait de céder à son animalité. Mais il a ce côté naïf, un peu prude. Il n'ose pas, il ne veut pas. D'ailleurs, la seule fois où il fera tomber le masque, il fera tomber la barrière, eh bien c'est cette scène de sexe avec Hélène, où au final, eh bien, la vision d'Hélène morte reprend le dessus, et Thomas a cette vision et il l'écarte. Alors, on peut l'interpréter de différentes manières, cette scène, hein. Ça pourrait être le comte Orlok qui a pris possession, c'est l'autre point négatif aussi que j'ai pas mentionné, mais le fait qu'il y ait un peu trop cette mise en lumière sur un espèce de phénomène de possession, de réelle possession d'Hélène, j'ai pas trop aimé ça, j'ai pas trop apprécié. Mais voilà, il utilise cette possession-là pour écarter Thomas, parce qu'il le dit lui-même, vous le savez bien, normalement un vampire il doit être invité chez vous. Là c'est pas juste chez vous, c'est en vous. Vous invitez le diable en vous, le mal en vous, Nosferatu en vous. Et pour ce faire, eh bien, il faut qu'Hélène soit volontaire, l'accepte, et il sera plus facile pour elle de l'accepter si Thomas la renie. Et donc, pour finir avec Hélène, et c'est bientôt la fin de cette vidéo, Hélène, voyant qu'elle est totalement incomprise par ses pairs, qu'elle est incomprise par à la fois les hommes, mais aussi son amie Anna, elle choisit la mort et elle choisit le péché mortel de la chair. C'est un message classique, mais qui fonctionne. Pourquoi vouloir changer quelque chose, un message, une symbolique qui fonctionne, qui a toujours fonctionné et qui est ancré en nous et qui parle à tout le monde? Le message des Girls et de Nosferatu en général est un message universel. Comme je vous l'ai montré en début de vidéo, le vampire est universel. On le retrouve en Asie, on le retrouve en Afrique, on le retrouve absolument partout et dans toutes les civilisations. Parce que il vient de peurs originelles. La peur de la mort,
la peur des revenants, la peur de l'étrange, de l'inconnu, la peur de sa place en société, puisque un non-vivant ne peut pas vivre avec un vivant. Il n'a rien à faire dans notre société. Il est mort. C'est fini. Tu dois passer dans l'autre monde. Eh bien, c'est ça la symbolique du vampire. Et c'est une symbolique qui est universelle. Pourquoi vouloir changer ce message universel pour raconter des conneries? Comme ce qu'a pu faire par exemple Herzog. Le message est-il réellement universel chez Herzog? Je ne sais pas. En tout cas, on revient à cette symbolique, on revient à ce message, et je trouve cela quand même bien plus intéressant. Bien sûr, il y a le sujet de l'hystérie, le sujet de la dépression, comme je vous l'ai dit, cette mise au banc des gens qui dénoteraient les marginaux, cette non-reconnaissance d'un mal-être profond qui conduira donc Hélène à accepter le pire, à accepter le mal, à accepter l'appétit de Nosferatu. Et donc en conclusion, je dirais, j'ai sûrement oublié plein de choses à dire, c'est pas grave, on pourra en discuter tous ensemble en commentaire ou sur mon Telegram. En conclusion, j'ai énormément apprécié ma séance, j'ai vraiment énormément d'amour pour Eggers, pour son travail, avec The Lighthouse, maintenant avec Nosferatu. Eggers, on voit qu'il est un passionné et un amoureux du travail de Murnau, du travail de Lang, du travail de plein d'autres cinéastes de cette époque-là, mais en même temps qu'il a voulu apporter sa touche personnelle, qu'il a voulu attendre de prendre assez de maturité, d'avoir assez d'expérience pour pouvoir conduire avec une main de maître ce projet, qui était de faire un remake, je le rappelle, de Nosferatu, pas de Dracula, de Nosferatu, de revenir à l'essence originelle du personnage, de cette figure mythique, clairement mythique, de cette figure mythique du vampire, et de prendre ce qu'il y avait de meilleur dans les autres itérations et d'en faire quelque chose qui lui appartient. Pour moi, le pari était osé, mais c'est un pari réussi, très réussi. J'ai hâte d'aller le revoir, cette fois-ci en VO, pour éviter le doublage VF de Lily Rose Depp, et pour peut-être aussi capter d'autres symboliques que je n'aurais pas comme ça aperçues. Et puis surtout pour le plaisir des yeux, avec des scènes absolument grandioses. Pour tous ceux qui sont amoureux du cinéma, et du fait que le cinéma c'est autre chose que juste un médium pour apporter des idées politiques ou que sais-je encore, eh bien pour ces gens-là c'est un film exceptionnel, j'en fais partie, c'est un film extraordinaire, je ne regrette absolument pas ma séance, c'est pour moi une œuvre qui va être marquante, malgré ses quelques défauts qui sont quand même largement mineurs par rapport au nombre de qualités qu'il y a dans ce film. Donc un grand bravo, et je vous invite tous, pour ceux qui n'ont pas vu la partie où je spoil la mort, je vous invite tous à aller le voir, je vous invite tous grandement à vous faire la main sur, non pas Hélène ou Anna, mais à vous faire la main sur les films les plus anciens. Allez voir Murnau, allez voir Lang, allez voir voilà, tous ces grands réalisateurs, allez voir le film avec Lugosi, Dracula de 1931, vous allez en prendre plein les yeux, c'est extraordinaire. Donc avant de définitivement vous dire au revoir, un petit message très rapide. Ce n'est pas pour rien que ceci était dans le fond. C'est une illustration de Nosferatu réalisée par ma femme, avec sa mimine, ses petites mains, vernis, etc. Et ceci sera offert à gagner. Pour cela, il suffit d'aller sur le Telegram qu'il y a en description et de participer au petit sondage qui sera publié donc sur mon Telegram. Et il vous sera envoyé en cadeau. Voilà. J'espère que ça vous plaira. Moi, je la trouve super classe et assez terrifiante. Voilà, Nosferatu, illustré par ma femme. C'est cadeau.
En tout cas, moi j'ai pris énormément de plaisir, tout comme j'ai pris énormément de plaisir à faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce et à commenter, et surtout à partager s'il vous plaît.